Jamais je ne l'ai appelé Christian Villeneuve, de Villeneuve. Il était de la haute. Et ça avait été, sans doute, pour lui, quand j'étais plus vieille, de rares fois, il m'a fait quelques confidences, mon Dieu, tellement petites, etc. Mais il m'avait dit que il avait eu horreur de l'endroit d'où il venait, c'est-à-dire Neuilly, et qu'il voulait s'en laver. Il m'avait dit ça comme ça. Mais je lui ai dit, tu es propre. Là, regardez, nous, on a l'impression que c'est lui, là. Regardez, l'ombre. L'ombre, c'est certainement lui. Là. C'était l'ombre, son surnom. Ah bon? Oui. Il aimait les falsifications du monde. Il n'était pas un menteur, mais il aimait que tout soit déplacé. Et donc, à un certain moment, je me souviens ça, j'en suis sûr, il s'appelait l'ombre. Et bon, c'est avant Hélène Châtelain, c'est après Hélène Châtelain. Non, après Hélène Châtelain, il se passe rien. Il se passe rien, il est au désespoir et... But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 33. Cette semaine, émission traumatisme, enquête et calamité. Le long de la jetée, personne prend le deuil quand on t'emmène. T'as que ton orgueil et puis ta peine. Vaudrait mieux rester debout cette fois tant que t'as de la veine. Va falloir guetter sous la pluie, va falloir courir seul, sans bruit. Va falloir chercher si longtemps pour trouver l'autre bout de la nuit. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Jean-Patrick Capdevielle. Okay. Pas loin. Donc nous parlerons ce soir de La Jetée à l'occasion de la diffusion sur Arte, disponible sur arte.tv, du 5e plan de La Jetée de Dominique Cabrera. Et ensuite nous parlerons du Clan des Bêtes aka Bring Them Down de Christopher Andrews dans les salles françaises depuis la semaine dernière. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. À la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot, qui vous coucoute. Le docteur Erwan n'est pas des nôtres ce soir, puisque donc très investi dans son rôle de critique, nous allons faire la critique du Clan des Bêtes qui se déroule en Irlande. Erwan a vraiment investigué sur place puisqu'il est en ce moment même en Irlande, parti pour un congé bien mérité. Oui. Et donc voilà, effectivement, il est là en train de creuser lui-même le Clan des Bêtes, les mains dans la boue, les mains dans, je sais pas ce qu'il mange là-bas, mais les mains dans les tartines, la goule dans la Guinness. Voilà, ça. Les pieds devant des vieux bâtiments en regardant le lointain et ces grandes vallées en se disant que vraiment on est quand même peu de choses. Oui. Erwan, voilà. Aller chanter du Michel Sardou au bord des lacs. Exactement, c'est ça. Il a probablement détaché sa queue de cheval, les cheveux sont au vent, il revit, galoper, retrouver la fouille de sa jeunesse. Qu'il en profite. Exactement. Qu'il se repose. Exactement. Voilà, donc Erwan n'est pas nôtre ce soir. La semaine prochaine non plus d'ailleurs, parce que nous ferons une petite pause de période critique pour diffuser une petite mixtape de Derrière les fagots consacrée à William Seward Burroughs. Voilà, donc nous aussi nous allons prendre un repos évidemment immérité, mon cher Thibaut. Oui. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de Code de Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. On me précipite. Donc, agenda local pour commencer. Nous vous rappelons que le prochain film du dimanche soir sera le 8 juin prochain. Et oui,
ça va venir vite. Dit comme ça, dit dis donc c'est loin, mais en fait c'est bientôt demain. Et donc ce sera Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Il y a un petit sondage en cours d'ailleurs sur la page de l'événement sur Trombioscope, cette fameuse application pour mettre des gens en contact, pour savoir si vous voulez voir, si vous êtes un puriste et que vous voulez voir le film diffusé en version originale, ou alors vous êtes un nostalgique et que vous voulez voir le film en version française. La VF tient la corde pour le moment. Pour l'instant c'est ça, les gens sont plutôt nostalgiques, ça arrête pas de chouiner que oui la VF machin, sauf quand c'est Indiana Jones ou Star Wars. Ouais, Retour vers le futur aussi, voilà, voilà. Le maître de guerre. On voit bien qui vient voir ce genre de truc, des gens de 40 ans. Quoi. Alors il y en a qui ont mis des bêtises en dessous. Qui ont mis des bêtises doublées par nous-mêmes et nos camarades du cinéma est mort. En Telugu, voilà, ce genre de choses. Bref, voilà, de toute façon, venez, peu importe la version, même en version Telugu, ça serait toujours le plus grand film de tous les temps. C'est trop bien, c'est trop hâte. Sinon, à l'Arvor, encore cette semaine, donc le 30, c'est demain. Si vous voulez vous reposer un petit peu avant le 1er mai, ce sera donc le dernier pub avant la fin du monde de Edgar Wright, At World's End. Ouais, super film. Le dernier film de la trilogie Cornetto. Voilà, peut-être un peu mésestimé par rapport à ces deux films vraiment générationnels, ultra cultes. Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Oui, voilà. Qui avaient fait leur petit effet. Le dernier pub avait fait un effet un peu moindre. Mais... Oui, moi je me rappelle que j'étais allé jusqu'à Paris pour le voir. Après j'avais d'autres raisons aussi pour aller voir les potes. Mais c'est un très beau film mélancolique sur le temps qui passe et sur Sisters of Mercy. Et sur la dépression, exactement. Oui. Très, très beau point t-shirt. Oui, on avait parlé la semaine dernière, il me semble. Mais oui, c'est peut-être le film le plus humain de Edgar Wright. Oui. Quand il délaisse un petit peu les exercices de style et les effets très visuels. Voilà, et les petits coups de coude aux spectateurs. Un peu de fond. Voilà, les petits coups de coude qui font toujours plaisir parce qu'Edgar Wright reste un camarade. Mais voilà, c'est son film le plus humain, le plus humaniste. Oui. Et c'est pour ça que donc, du coup, c'est le plus triste. Exactement. Sinon, samedi, toujours à l'Arvor, on va en parler tout à l'heure, mais ça sera Faux Semblant de David Cronenberg qui repasse. J'ai pas eu ça depuis 1000 ans. Oh, ça marche toujours. Enfin, peut-être que j'aille le revoir, je verrai. Et sinon, dimanche... Faux Semblant, c'est dimanche le 4, et donc lundi le 5, ce sera Désordre de Cyril Chaublin qui passera, dont on avait parlé ici il y a 1 an ou 2, quand il était sorti en DVD et Blu-ray chez Shellac. Oui. Donc film sur Kropotkin en Suisse et sur les questions du temps de travail et de rythme de travail. On avait été un peu mitigé. Voilà, mais il y a des belles choses dedans, enfin plus théoriquement que formellement par exemple. Voilà, sinon, sortie nationale demain, et bien donc, vous qui aimez les super-héros, mon cher Thibaut, ce sera Thunderbolts avec un petit astérix à la fin, qui est genre vraiment, ils raclent les fonds de tiroir de tout ce qu'ils ont, donc là c'est genre une bande de méchants qui vont s'associer pour faire le bien, un petit peu comme Suicide Squad chez DC. J'ai pas vu Suicide Squad. Moi j'ai vu le deuxième, je crois. Le premier c'est David Ayer, toujours dans les mauvais coups, et le deuxième c'est James Gunn. Ok, pourquoi J'ai vu le James Gunn sur les... Oui, ouais, bon. J'aime bien James Gunn. Voilà, et donc Thunderbolt, voilà, avec Florence Pugh qui joue la sœur de Black Widow, avec David Harbour, et plein de méchants que t'as jamais vu ailleurs, et que tu connais pas et que t'en as rien à foutre. Okay. Voilà. Probablement un chef-d'œuvre. Oui. On est peut-être médisant. Sinon, donc, je parle de David Cronenberg, donc sort son nouveau film demain, Les Linceuls, avec Jane Kruger et Vincent Cassel. Il retrouve Vincent Cassel, film qu'il a écrit et réalisé suite à la mort de sa femme, donc film de deuil justement sur un créateur qui, avec une intelligence artificielle, arrive à retrouver sa femme auprès de lui. Film très bavard d'après les retours que j'ai pu lire. Qui était à Cannes, je crois, l'année dernière, ou à Berlin, je sais plus. Mais... il était passé un peu inaperçu. Là, c'est vrai, c'est pas un événement. Non. Donc David, sa carrière un petit peu derrière lui. Hein. Déjà que malgré la beauté du projet. Déjà que les crimes du futur, c'était pas terrible. J'ai même pas vu. Dangerous Method, c'était pas terrible. Cosmopolis, non pas Cosmopolis, Map to the Stars, c'était horrible. Pas vu. Cosmopolis aussi, c'était pas bien d'ailleurs. Si, c'était bien. Non, pas du tout. Si. Dangerous Method, c'est bien aussi. Non, je pleure. Si. En plus de ça, je n'ai pas vu Dangerous Method. Mais bref, je suis de toute façon pas un énorme laudateur de David. Sinon, il y a un film irlandais encore qui sort avec Cillian Murphy, qui est de plus en plus maigre, je sais pas comment il fait, qui s'appelle Tu ne mentiras point. Voilà, il a l'air d'avoir des petits problèmes de famille. Ça a l'air bien badant, triste, gris, charbon. Bon, pourquoi pas. Misère, détresse. Ouais. Sinon, il y a une
Ah oui, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, en plus, j'ai dû voir la bande-annonce 12 fois au cinéma. Ça s'appelle Une pointe d'amour avec Julie Piaton et la fille de Charlotte de Turckheim et Grégory Gadebois, où Julie Piaton, elle est dans un fauteuil roulant. Son mec aussi, il décide d'engager un gars pour genre aller aux putes en Espagne, ou un truc comme ça. Une belle comédie de réconciliation. Ok. Julie Piaton qui joue aussi dans un autre film. C'était la intouchable exploitation. C'est ça, ouais. Qui joue aussi dans un autre film demain, mais qui a l'air de plus appartenir à ce sous-genre qui est la comédie MK2, tu vois, un peu comédie d'auteur, qui s'appelle Les règles de l'art, avec donc elle-même avec Melville Poupeau et Fianso, donc le rappeur devenu acteur dans un des rôles. Une comédie sur le monde de l'art. Ça va parler, ça. Sinon, rayon indien, il y a un film français avec la mafia de Taboula Paris qui sort, on en parlera je pense dans 2 semaines, Little Jaffna qui sort demain. Intrigué. Et sinon il y a Rétro, le film évidemment ne passe pas à Rennes parce que les cinémas ne font pas leur travail, mais il passera au CGR de la Mézières pour ceux qui habitent dans la métropole rennaise dimanche à 14h, donc j'irai peut-être avec notre camarade Melvin Zen. Donc c'est Rétro de Kartik Soubaraj. Kartik Soubaraj, c'est un petit génie qui avait fait notamment il y a 2 ans un des meilleurs films des 15 dernières années, Gigartanda Double X, que tu devrais voir mon petit Thibaut, ça redonne foi dans le cinéma, j'ai envie de dire, tout simplement. D'accord. Le cinéma indien, c'est vraiment. Ah, mais là, c'est un. Comment dire? Un continent que vous. Ah, là, je suis à l'entrée, j'ai à peine toqué à la porte. Il faudrait que je te le passe. Gigartanda Double X, qui est la suite de Gigartanda, mais c'est pas grave. C'est comme assez accessoire. J'ai pas vu RRR, j'ai pas vu. Formidable. Ouais. Tu vas rattraper ça. Ouais, il faut. Durant cet été. Donc voilà, c'est les sorties nationales. Nous allons passer à la section critique de cette... Ah, moi, t'as des choses à rajouter, Thibaut? Non. Nous allons passer à la section critique de cette émission et nous allons nous jeter dans la jetée. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement... À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de La Jetée de Chris Marker, suivi du thème de la fille, composé par Trevor Duncan, pour le même film de Chris Marker, le film de 1962, dont il est question dans le documentaire de Dominique Cabrera, disponible actuellement sur Arte, le 5e plan de La Jetée. Et donc, de quoi que ça s'agit? Eh bien, tout simplement, effectivement, du 5e plan du film La Jetée, dans lequel, un jour qu'il le voit à la Cinémathèque, le cousin de Dominique Cabrera reconnaît donc dans ce 5e plan, il pense se voir lui et ses parents à l'aéroport d'Orly en 1962, là où Marker a tourné une partie donc de La Jetée, sur laquelle nous allons revenir après. Mais il n'est pas sûr et donc il demande, il le dit à sa cousine, donc Dominique Cabrera, qui est documentariste depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, ce qu'elle en pense, et va en fait se créer une enquête à la fois auprès des membres de la famille et auprès des membres de la famille de Chris Marker, qui est mort en 2012, pour savoir donc ce qu'il en est. Et qu'est-ce qu'il foutait là ce jour-là? Et bien donc effectivement, en 1962, en fait, la famille de Cabrera était là pour accueillir le retour des membres de leur famille pieds noirs, donc d'Algérie, suite
à la fin de la guerre d'Algérie, justement, et donc il revenait habiter donc, sur le territoire métropolitain suite à l'indépendance donc, de l'Algérie, et donc ils étaient là pour les accueillir, et au fur et à mesure du film, donc se menait une enquête entre l'intime de leur famille, l'intime de Chris Marker, et la question bien évidemment de la rémanence et de la continuité de la mémoire par le biais des images. Et donc, ce film de Cabrera revient donc sur le film de Chris Marker, sur lequel on peut peut-être un petit peu commencer là-dessus, Thibaut, sur l'importance du film de Marker en 1962. Chris Marker, c'était un metteur en scène protéiforme et extrêmement prolifique dans le biais du cinéma de fiction et surtout dans le champ du cinéma documentaire et puis du cinéma militant, qui là en 1962 n'est pas à son galop d'essai mais réalise son premier film réellement marquant la même année donc que Le Joli Mai, qui ressort en salle demain d'ailleurs, réalisé avec Pierre Lhomme, qui là par contre est un long métrage documentaire, mais là par le biais de ce film de fiction, de science-fiction assez particulier dans le microcosme français et même science-fictionnel de manière générale. Oui, La Jetée, alors dans le documentaire il est dit que La Jetée est le premier film de science-fiction français, bien entendu cette réflexion est à nuancer, parce que dans l'idiome de première fois est toujours voilà, il y a bien entendu il y a Méliès qui est passé avant, mais est-ce que Méliès c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est du merveilleux? Voilà, le débat, la réflexion est lancée. Il y a un film également, mais j'ai oublié le titre, ça parle d'une coupure d'électricité, c'est un film des années 20, me semble-t-il, disponible sur YouTube, qui a marqué quand même aussi le genre en France. Mais disons que La Jetée, pourquoi en fait c'est un film si important? Parce qu'en fait c'est un film qui ne ressemble à aucun autre film. Est-ce que il adapte au final le roman feuilleton en film. Donc déjà il y a la démarche, une démarche très expérimentale en dehors du cinéma linéaire, qui est hyper intéressante. C'est un film photo, quoi. C'est-à-dire que c'est un roman photo fait film. Oui, il y a juste un mini plan avec un mouvement, enfin en image animé, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que il est marquant parce que Chris Marker, et il est marquant parce que il a influencé tout un tas de cinéastes, bien entendu, le premier étant bien entendu Terry Gilliam avec son Armée des 12 singes. La Jetée, qui est lui-même un film déjà un peu inspiré donc de Vertigo de Hitchcock, sur cette question justement de la reproduction ou de la vision d'une image, en l'occurrence de l'image d'une femme qu'on est persuadé d'avoir vue, voilà, qui vit dans notre esprit. Et la réalité, l'histoire, le fantasme, voilà, tout ça se mélange. Mais surtout, Marker, ce qui est intéressant en fait avec La Jetée, c'est que Marker finalement n'a pas fait tant que ça de films de fiction. Il est surtout connu, comme tu l'as dit, pour son cinéma documentaire, et notamment son cinéma documentaire militant. C'est une immense figure du cinéma documentaire. Il a clos carrément le genre cinéma militant, à mon sens, avec Le Fond de l'air est rouge. Il me semble qu'on est en 1977. Pour Le Fond de l'air est rouge. Mais il a bossé avec le groupe Medvedkin. Il a fait ce film absolument incroyable que les ouvriers n'ont pas aimé, mais qui s'appelle À bientôt j'espère. Et à la suite de ce film-là, en fait, les ouvriers n'avaient pas aimé. À la suite de la projection, les ouvriers ont trouvé que la représentation n'était pas aussi proche du réel qu'ils pouvaient la vivre. Du coup, ils ont demandé à Marker du matériel vidéo, du matériel de son, 2-3 petites astuces, et après pour que les ouvriers s'emparent aussi des moyens de production audiovisuelle. Voilà, donc on est dans du cinéma militant, dans ce qu'il représente et comment on fait aussi du cinéma. Donc ça, c'est hyper important. Et ce film-là, La Jetée, il y a énormément de textes qui ont été écrits dessus. Chris Marker est une figure indélébile. C'est un court-métrage, en plus, c'est un film de 25 minutes. Oui. Est une figure indélébile du cinéma mondial, clairement. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à la Jetée? Et ici, je trouve que la démarche de la réalisatrice est hyper intéressante. Elle est bien entendu ultra touchante, parce que, en gros, toute la première partie du film, c'est quoi? Ça va être ce cinquième plan où son cousin dit: je suis à la cinémathèque, je vois le film, et putain, c'est moi. Enfin, c'est moi et c'est mes parents. Et là, il va s'enclencher une espèce d'enquête familiale. Retrouver des photos, pour retrouver des photos. Alors, la démarche est touchante parce que c'est touchant de voir
un homme accompagné de sa fille en train de se dire putain c'est moi le gamin, donc du coup il y a beaucoup de souvenirs qui ressurgissent, mais le tout est fait avec une pudeur extrême. Oui, d'autant qu'en plus, entre l'histoire familiale simple, on va dire, il y a aussi toute la question donc, du retour des pieds noirs, voilà, la fin de la guerre d'Algérie. Ça va s'enclencher un petit peu plus tard, mais je trouve que le dispositif est très pertinent, et je trouve qu'en fait... Qui se passe principalement dans une salle de montage. Exactement. En fait. Et je trouve que ça amène un côté émouvant, vraiment de l'émotion par rapport à cette trajectoire familiale, tout en évitant l'écueil du voyeurisme où on va raconter nos malheurs. Voilà, et on va forcer à faire des entretiens où peut-être que les gens n'ont pas envie de ressasser tous ces souvenirs. Et le fait de rester dans cette salle de montage met une distance en fait par rapport à ce qui entre nous et ce qui est raconté. Je trouve que c'est très bien. Les gens qui sont filmés ou qui discutent ne sont pas face à face, mais ils sont côte à côte parce qu'ils regardent l'écran en fait. Voilà, Dominique Cabrera est à moitié mise en scène également parce qu'on entend sa voix, on la voit même interagir avec les différentes personnes. On la voit, donc il y a une interaction. Alors ça c'est un processus procédé très classique dans le cinéma documentaire, mais je trouve que on est plus on est dans une espèce de discussion. Enfin, c'est très bizarre parce qu'on est dans une discussion, mais une enquête qui ne va pas chercher à être très approfondie. La preuve étant que le film après va dériver vers des méandres. Mais n'empêche que mine de rien, au fur et à mesure, en quittant le simple terreau familial, donc en partant plus vers Chris Marker sur son travail, sur ce que représentait l'image pour lui, en fait en enquêtant aussi sur les gens qui ont participé au film, il y a des coïncidences un peu troublantes pour la metteur en scène qui arrive, que l'acteur en fait qui joue donc le rôle masculin principal dans La Jetée, Davis Bouaniche en fait est né dans le même village en Algérie que la plupart des membres de la famille de Cabrera, qui elle est née en 1967, donc elle est clairement de l'autre génération. Alors là, c'est un côté, il y a un côté très Chris Markerien pour le coup, dans le sens où la fiction, la légende, la fiction. Enfin, quand la légende est plus belle que la réalité, il faut imprimer la légende. Et en fait, ici, du coup, précepte de Ford, bien entendu, mais Marker a fait sien cette précepte parce que quand on regarde un film de Chris Marker, on ne sait jamais où on se trouve. Et en plus de La Jetée, et d'autant plus avec La Jetée, on ne sait jamais où on se trouve. Le film est nébuleux, mélancolique, brumeux. On assiste on ne sait pas trop ce qu'on regarde quand on regarde La Jetée. Et je trouve que ici, ce côté vertige. Voilà, ce vertige, cette vie familiale, donc Vertigo est littéralement cité également dans le documentaire. Ce côté vertige fait qu'on se rapproche de la démarche markerienne. Alors, tout ceci me dit, c'est quand même incroyable. Mais en même temps, je me dis... C'est trop. Oui, c'est trop. Elle est où la part de réalité ? Elle est où la part de fantasme ? Elle est où la part de légende ? Et je trouve que ça permet de faire rebondir le film. Parce que si on serait resté, le film dure 1h35, si on serait resté stricto sensu... Si on était resté, stricto sur l'enquête familiale, peut-être que le film aurait bien entendu été raccourci, un moyen métrage aurait été peut-être plus. En fait, à un moment donné, le film part un peu. T'as un peu l'impression qu'ils font de l'acheter un film de famille, alors qu'en fait, c'est un plan du film. Oui, c'est le point de départ est incroyablement courageux parce que partir de un plan pour ensuite une image où la famille est de dos, ou trois quarts pour l'un, on sait pas trop. Mais c'est lui, c'est son manteau, c'est les mêmes oreilles. Mais voilà, du coup il embraye sur l'histoire du film. En fait, le film petit à petit devient une espèce de making of de La Jetée. Alors, je ne sais pas s'il existe un making-of de La Jetée, mais on retrouve des collaborateurs de Chris Marker qui se disent « Mais non, mais il a tourné ça pendant les pauses du Jolimet, mais oui, mais non. » On ne sait pas, tout le monde s'embrouille. Bien entendu, c'était en 62, donc le temps fait son affaire. Oui, c'était il y a comme un petit moment, donc la mémoire est plus très fraîche. Voilà, la mémoire. Mais je trouve que ça corrobore en fait le projet de Marker. En fait, Dominique Cabrera a fait un film markerien, digne de Chris Marker. Et je trouve qu'en fait, du coup, la filiation, au-delà de la filiation entre un homme et ses parents, je trouve qu'elle fonctionne. Puis d'un peuple avec son pays, avec son espace qui va devenir par la suite
Un pays. Donc je trouve que ça fonctionne bien. Et puis à côté de ça, à côté de ce making-of, ça nous raconte l'histoire des Pieds Noirs, ça nous raconte l'accueil un petit peu de ces gens, et puis ça nous raconte... Un accueil mitigé. Un accueil mitigé, et ça nous raconte en filigrane, les relations entre la France et l'Algérie. Donc là... Il y a quelque chose sur la fin du film, il y a quelque chose de vraiment très politique qui se met en place. Et ça rejoint encore une fois la démarche de Marker, cinéaste militant par excellence, d'embrayer de partir de l'intime, un noyau intime pour aller sur quelque chose de beaucoup plus large. Donc le film est troublant, le film est ultra intéressant, le film est touchant. On évite en effet des écueils, ce qui fait que je trouve que c'est un projet qui est ultra courageux finalement de la part de Dominique Cabrera, et au final on s'ennuie pas une seconde parce que l'enquête familiale avance. Après il y a ce côté, il y a ce côté légende, il y a le côté making of, il y a le côté politique qui arrive, et je trouve que ça s'imbrique très bien parce qu'en fait il y a cette salle de montage qui fait lien en fait avec tout ça. C'est qu'on va toujours rester dans cette salle de montage, les intervenants vont arriver dans la salle, on va regarder des plans du film, on va regarder des photographies, mais toujours dans cette intimité de la salle de montage. Voilà, intimité de la salle de montage et par conséquent l'intimité de la salle de cinéma. Donc voilà, un film qui est très très bien écrit au final. Je pense qu'il n'y a aucune place laissée au hasard. Je suis curieux de voir ce qui a sauté au montage, parce que peut-être que le film est très bien comme il est. Est-ce qu'il aurait mérité à être plus ample ? Parce que je sais pas. L'écriture documentaire sur un film comme ça aussi, parce qu'on parle pas mal de documentaires ici, mais c'est vrai qu'il y a différentes manières, différentes formes d'écrire les documentaires. Là, comme on dit, c'est un documentaire qui part d'un film qui existe, un film de fiction. Ça part sur un sujet intime, on revient sur des trucs un peu plus pragmatiques, on va dire, sur la fabrication du film même avec les gens qui l'ont fait, ou alors les gens qui ont connu ceux qui l'ont fait, pour après repartir sur un propos plus large. Ça, de toute façon, tu sais très bien que à l'origine de ton projet, tu peux pas l'écrire, tu peux pas le penser tel quel. On parlait il y a 2 semaines de Festa Major de Jean-Baptiste Salazar, par exemple. C'est une écriture qui est absolument différente parce qu'il sait à peu près ce qui se passe durant les événements qu'il va filmer. Oui, parce qu'il est familier du lieu. Parce que Festa Major, on en a parlé. Voilà, et on s'était dit, il y a la proximité. Alors là, il y a une proximité également. Mais est-ce que Dominique Cabrera sait ce qui va être raconté ? Parce qu'un souvenir peut émerger comme ça d'un coup, parce que en fait, on retrouve des photos de famille, on se dit ah ouais mais non, ou alors on se dit ok je veux bien participer à ton film, j'ai telle chose à te dire, et puis au final on les oublie, parce que ça peut également arriver. Donc il y a un côté comment dire, il y a un équilibre qui se crée sur quelque chose de ultra casse-gueule au final, parce que le film aurait pu tomber. On aurait pu tomber dans l'écueil d'être juste un film de famille finalement. Oui, et puis surtout, elle n'aurait pas forcément été mauvais, mais qui a été moins intéressant. Elle aurait pu avoir en fait aucun matériau pour terminer son documentaire en disant oui, mais en fait tout le monde aurait pu dire bah non. Oui, parce qu'il retrouve aussi des bobines de films de Marker. Voilà, parce que il y a du doute qui s'installe. Parce que pour le coup, il y a quand même un fond d'archives qui est bien géré. Il y a du doute. Chris Marker, La Jetée est un film de genre. Alors c'est pas du fantastique, mais il y a toujours du doute qui s'installe. Et en fait, le doute irrigue le 5e plan en fait, et ça c'est ça en fait qui tient en haleine, plus que de savoir si vraiment c'était les parents, son cousin avec les parents. C'est cette question du doute qui est hyper importante, il me semble. Ce qui est aussi le cas dans la Jetée, et puis dans pas mal de films de Marker, la question du doute, de ce que tu vois, de re-questionner en permanence les images. Le côté est-ce que c'est la vérité ou le mensonge à 24 fois par seconde, blablabla. Alors il y a des traits, alors là je les ai pas en tête, mais il y a des très belles réflexions aussi sur l'art photographique, notamment dans l'introduction, qui sont très intéressantes. Et puis on apprend aussi un côté de Chris Marker. Alors on sait Marker, caméra au point, une caméra est une arme révolutionnaire, mais il y a l'appareil photo, il faut pas oublier aussi. Marker, en fait, il fait partie un peu de ces cinéastes de la génération d'avant, puis qui a continué. Donc c'était Mekas, et après il y aurait Alain Cavalier, donc qui sont des filmeurs. Oui, voilà. Et il faut pas oublier non plus que la photo est
est une arme révolutionnaire. Et je trouve que voilà, ça fait le... Pareil, il y a l'équilibre qui est trouvé entre un art photographique et un art cinématographique qui ne sont bien entendu pas si éloignés. Mais je trouve que ça donne puissance au cinéma. Enfin, le film, comment dire, pas théorise, mais nous parle de la puissance du cinéma. Il nous parle également de la puissance de la photographie. Et voilà, on a encore un peu tendance à mettre en dessous, en général, au niveau de réflexion, en dessous du cinéma, la photographie. Oui, parce qu'on dit toujours que le cinéma, c'est l'art qui a synthétisé tous les autres arts. Alors que ce sont des arts totalement différents. Alors oui, bien entendu, si tu lis le texte de Canudo, la démonstration est bien entendu limpide, mais bon. Sauf que l'époque n'est plus la même. L'époque n'est plus la même, puis tu travailles pas ton point de vue avec une caméra comme tu travailles avec un appareil photo, ta focale tu la travailles différemment, enfin bon bref. Ton positionnement dans l'espace, tu le travailles complètement différemment. Tu filmes pas les mêmes choses, tu ne captes pas les mêmes choses. Donc bien entendu. Mais voilà, c'est encore un méandre en fait de ce film qui est vraiment beaucoup plus large que prévu, parce que voilà, moi je m'attendais à quelque chose au début, je m'attendais vraiment à quelque chose de familial, ce qui dans l'absolu n'était pas pour me déplaire, parce que c'est quand même vertigineux. Voilà, on revient à Vertigo, mais ça reste quand même vertigineux. Tu regardes un film et tu dis putain, c'est moi. Ça m'arrive jamais moi dans les films. C'est absolument fou. Mais voilà, elle arrive à... Alors, bien entendu, c'est pas... Elle a de la bouteille, hein, Dominique Cabrera. Hein, elle sait ce qu'elle fait. Hein, mais je trouve que, voilà, il y a une vraie largesse d'esprit. J'ai même plus que 30 ans. Le premier court-métrage, c'est en 81. À l'époque, elle était à l'IDEC. Voilà. Donc, elle a un peu de bouteille, quand même. Voilà, elle a roulé sa bosse. Mais voilà, un film plus ample que prévu, plus large que prévu, ce qui est franchement... n'était pas pour me déplaire, alors qu'à la base, projet casse-gueule, parce que quand tu regardes un film quand tu regardes un film avec des archives familiales, il y a beaucoup de courts-métrages à ce niveau-là. Puis on en parlait quand on a évoqué les derniers documentaires. Quand l'archive familiale est convoquée, c'est surtout sur un laps de temps qui reste assez très réduit. Même le titre m'échappe, mais le film sur le jazz... Soundtrack for a coup d'État. Coup d'État, voilà. Bande-son pour un coup d'État. Voilà, il y avait l'archive familiale qui était également convoquée, mais c'était sur un laps de temps très très court. Ici, elle a le courage, voilà, d'embrayer sur quelque chose. De faire de l'archive familiale le point central du film. Voilà. Et ça, au final, est-ce que... C'est pas régulier quand même. C'est pas régulier. Est-ce que c'est une... Alors, c'est peut-être pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui est assez rafraîchissant. Voilà. Donc, je trouve que voilà, c'est bravo. Surtout que l'archive familiale, dans le cadre d'archives de gens qui sont des inconnus, en général, ça provoque pas forcément le même effet. Oui, ça peut être un petit peu limité, mais voir en fait le regard de cet homme, le regard de sa fille également, qui est très important, parce qu'au final, cet homme parle, mais il est accompagné de sa fille. Et le regard de sa fille en train de te dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, un regard très attendrissant, compatissant, et aussi émouvant. C'est-à-dire que cette salle de montage, au final, elle a quand même une petite profondeur de champ. Et ça, voilà, je disais tout à l'heure, on est dans l'intimité de la salle de montage, l'intimité de la salle de cinéma. Mais on n'est pas tout seul dans le noir. C'est le cinéma. C'est pas un horizon fermé. Le cinéma, il y a quelques plans de l'extérieur. Quand on va au cinéma, on n'est pas tout seul dans le noir. Quand on monte un film, on n'est pas tout seul devant sa table de montage. Il y a toujours des regards qui viennent nous voir, des discussions qui alimentent le processus. Le montage est une expérience collective. On n'est pas tout seul devant sa salle de montage, sauf si on s'appelle Stanley Kubrick. Mais même pas, parce qu'il avait des monteurs. Et puis il avait des monteurs. Le cinéma est une expérience collective. Et ici, je trouve que ça met bien en fait en lumière l'expérience collective. Il n'y a que des cinéastes d'avant-garde qui éventuellement peuvent faire des films tout seuls. Oui, tout seul. Voilà, et encore sur un temps réduit. Sur un temps réduit. Ici, c'est 1h35, c'est un long métrage. Donc voilà, il faut le voir, surtout si on s'intéresse à Marker, parce que voilà, on parle vraiment aux 3/4 du film, là, on embraye vraiment sur Chris Marker, en intro, tu disais l'ombre, sa manière d'apprendre le cinéma, sa manière comment il se plaçait. Voilà, c'est vraiment une étude de la méthodologie de travail de Chris Marker. Donc ça, c'est important. Après, si t'es pas est-ce que le film s'adresse à des personnes qui ne sont pas familières du cinéma de Chris Marker? Je pense que ça peut parler absolument, ouais.
ça peut. Voilà, c'est la question que je me pose, c'est le doute. Parce que finalement, même donc qui s'immisce. ça parle vraiment de marqueur, mais c'est surtout sur un cinéaste de manière générale, sur qu'est-ce que c'est que le point de vue et qu'est-ce que c'est que de travailler une image. Ou alors ça Une donne image envie, mobile ou non. et ça c'est le cas, ça donne envie de réembrayer un petit peu J'ai pas vu sur la filmo de marqueur. Alors la filmo de marqueur, bien sûr, elle est longue comme long comme le bras, avec que des documentaires longs comme le bras aussi pour certains. Voilà, Le fond de l'air est rouge, c'est 3 heures et des patates. Loin du Vietnam, c'est un film collectif, mais Loin du Vietnam, ça dure son petit truc. Également, donc à bientôt, j'espère, c'est court. Oui, il y a comme des films de 50 minutes. Ouais, c'est court. Mais en tout cas, ça donne envie également d'embrayer, de revoir La Jetée, bien évidemment. 2, si on est coquin, on s'envoie l'Armée des 12 singes dans la foulée. Et puis après, on peut aller regarder, vu qu'on questionne le point de vue de Chris Marker, on peut aller regarder un petit peu ce qui se passe chez ce maître en fait du cinéma français. Alors après, en coup de cœur de Chris Marker, le joli mais c'est sympa. Pour moi, c'est Le fond de l'air rouge, vraiment. Et à bientôt, j'espère. La dernière phrase est absolument bouleversante. Le titre est incroyable. Et même si les ouvriers de Sochaux n'avaient pas trop aimé, ça reste quand même un film ultra emblématique du cinéma militant. Je pense qu'il faut s'y plonger. Très bien, merci Thibaut. Donc c'est le 5e plan de La Jetée de Dominique Cabrera, disponible actuellement sur Arte. On va passer à tout autre genre et retourner dans la pure fiction, et on va écouter un vilain petit mouton. Faces fair, see the shine in the black sheep boy. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Tim Hardin avec son magnifique Black Sheep Boy, qu'on n'entend pas du tout dans Le Clan des Bêtes, mais ça parle quand même un peu de vilain mouton noir. Et donc Le Clan des Bêtes, titre français un peu bêta du film irlandais, Bring Them Down, réalisé par Christopher Andrews, son premier long métrage pour le cinéma, qui met donc en scène Christopher Abbott et Barry Keoghan, qu'on retrouve après Bird de André Arnold en début d'année. Barry Keoghan, comme a dit Kylian qui bosse à l'Arvor, il a une tête trop chelou, il me rappelle Franck Ribéry. Oui, mais Franck Ribéry est un excellent footballeur. Oui. Voilà, donc, comme quoi. Le talent. Et c'est un excellent acteur aussi, Barry Keoghan. Donc. Il ne faut pas juger d'un livre à sa couverture. Exactement. Et donc, ça nous parle des relations de voisinage compliquées de gens qui n'ont pas appelé Julien Courbet pour résoudre leurs problèmes. Donc, entre deux familles, donc la famille du jeune Christopher Abbott et de son père, incarné par Colm Meaney, qui ne parle que en gaélique parce que c'est un traditionnaliste et ça fait chier tout le monde. Donc qui élève des moutons. La situation financière est évidemment difficile. Il y a un léger traumatisme qui marque la famille, qui ouvre le film, un accident de voiture quand il était jeune qui a tué sa mère et a défiguré sa petite copine de l'époque. Et donc des années plus tard, en fait c'est sa voisine donc défigurée qui est encore là, qui s'est remariée avec un autre homme, et ils ont des relations de voisinage pas saines du tout, d'autant que il soupçonne ses voisins d'avoir volé deux de ses moutons, deux de ses béliers, et en plus la situation s'envenime après quand ils apprennent qu'il y a une bande de voyous qui s'amusent à couper les pattes arrière des béliers pour les revendre après au marché noir. Donc le film est clairement divisé en deux parties à peu près égales, une qui suit le personnage de Christopher Abbott, Mikey, et l'autre qui suit donc Barry Keoghan, qui est en fait le fils de son ancienne copine qui s'appelle Jack, et on va suivre en fait les deux pour un petit peu mettre en parallèle finalement les deux choses sur fond, donc je disais, de querelles de voisinage, mais aussi de querelles un peu plus anciennes et de lutte en fait pour sa survie, avec des projets donc immobiliers qui sont en train de se monter, qui fait remonter une vieille rancœur et compagnie. Donc pitch dit comme ça, et titre français un peu bêta, qui pourrait justement nous faire penser au film de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, qui était sorti il y a 3 ans, mais le film prend un chemin réellement différent, à part dire les prémices et les semi-promesses de ce pitch, on va dire, pour dériver vers quasiment une étude de mœurs en fait des paysans d'Irlande, et un certain appétit pour une violence un peu sèche qui pourrait nous faire rappeler par moments, je pense que c'est une des références du metteur en scène, le cinéma de Saint Peckinpah, et notamment donc Straw Dogs, Chien de paille, docteur Thibaut. Oui, le film c'est un film clairement premier long métrage qui
alors, c'est pas un long métrage très impressionnant, mais c'est un long métrage qui est ultra solide. Maîtrisé. Oui, dans l'absolu, il est maîtrisé. Asbestas, bien évidemment, Chien de paille, bien évidemment, mais Asbestas revient vraiment dans la première partie du film, où en fait on suit, on divulgage légèrement, mais on suit le point de vue en fait de Mikey, et cette partie-là... C'est un garçon qui n'a pas l'air hyper heureux. Il n'a pas l'air hyper heureux, mais en fait au final c'est peut-être la partie la plus faible du film, avec le recul, dans le sens où, voilà, on est au cœur des relations de voisinage. Alors on est avec une réal maîtrisée, ultra nerveuse, des cadres somme toute assez classiques, hein, je veux dire lambda, mais avec des fois des pointes un petit peu de symbolisme qui sont un petit peu trop marquées, je trouve. Mais en fait, la grande question de cette première partie, c'est on rentre en gros dans la psyché de Mikey. On sent qu'il est tourmenté, mais en fait, on fait quoi? Et c'est ça. On sent qu'il est très énervé aussi. Il est très énervé, mais c'est sa copine, en fait, enfin son ex-copine, petite amie, qui dans le film s'appelle Gracie, c'est ça, non? Je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Qui dit à la fin du film, tu me fais peur. Et en fait... Peggy, voilà. Et en fait, par Suzanne Lynch. Et en fait, dans toute la première partie du film, on sent que ce personnage est vraiment plus qu'à fleur de peau. Mais j'ai l'impression que le réal ne sait pas quoi faire en fait de cette monstruosité. Il y a des symboles, le symbole, les mains sur les murs, les mains sur les vitres, les nuages. Bien entendu, bon là c'est un peu, il pousse un peu mémé dans les orties à ce niveau-là. Et cette séquence intro qui au final globalement ne sert strictement à rien. Si ce n'est introduire cette monstruosité du personnage principal, enfin de Mikey, mais au final il en fait rien. Alors c'est nerveux, c'est tendu, c'est efficace. Un personnage qui en plus donne l'impression de vouloir à la fois se montrer contre et faire ses preuves, donc contre son père qui est cloué parce qu'il peut plus marcher. Il est malade, il a mal aux jambes. Et du coup, tu dis, bon, ok, mais comment tu vas faire pour tenir pendant 1h45 ? Vraiment, tout l'enjeu du film il y a ce niveau-là. Alors, bien entendu, ça joue comme des brutes. Colm Meaney, alors ça, c'est pas du tout une erreur de casting. Hein. Il est bien. L'utilisation, j'y reviendrai, mais l'utilisation du gaélique est hyper, hyper bien sentie. L'acteur est charismatique. L'acteur qui joue Mikey est charismatique au possible. Même s'il a un jeu pas évident, pas facile. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de ça, au final ? Et heureusement, le film bascule de point de vue pour aller sur le point de vue de Jack. Et en fait, heureusement qu'il fait ça, parce que c'est à ce moment-là que le film va commencer à prendre son ampleur. Parce que, comme tu le dis, on va quitter un petit peu la nervosité purement thriller, la nervosité asbestienne, si on peut dire ça comme ça, et il va ouvrir le film sur des enjeux qui sont beaucoup plus amples. Alors, bien entendu, il y a la détresse des agriculteurs, au-delà des études des conflits de voisinage, mais c'est vrai que le réalisateur n'est pas Julien Courbet, mais il y a la détresse financière, l'argent revient constamment. Dans la deuxième partie du film, il faut qu'on trouve 2 000 euros, 3 000 euros, il y a une histoire de pont, il y a des histoires immobilières, les béliers ça coûte cher, mais les béliers de Mikey ce sont les meilleurs de la région, tout ça. Oui, donc en plus c'est un truc assez concret, parce que c'est ça que tu dis, c'est que 3 000 balles, mais c'est 3 000 balles, hein, je veux dire, voilà. Moi je les ai pas. Hein. Non, alors t'as les difficultés du métier, du coup, et là c'est dit dans ton quasi ironique, je trouve que c'est hyper bien senti le ton qu'emploie Colm Meaney. Il dit la nécessité de la diversification professionnelle. Il est dit d'une manière en même temps ultra méchante mais ultra compréhensive. La tonalité est juste parfaite à ce niveau-là. Et puis, comme tu disais, les études, pure étude de mœurs, mais là beaucoup plus intime. C'est bien entendu sur les envies d'ailleurs. Bien entendu, sur le personnage de Barry Keoghan, donc qui joue un jeune qui à la fois est là pour aider son père et sa mère à la ferme, et qui en même temps clairement il veut partir où ? Il veut partir en Afghanistan. Pourquoi ? Parce que son meilleur pote est du Pakistan, mais en fait non, il vient de Manchester. Mais mais il y a quand même une envie d'ailleurs. Il y a Peggy, cette envie d'ailleurs de trouver un autre taf, d'aller potentiellement à Cork. Il y a le père
des envies d'ailleurs. Alors lui, par exemple, c'est les Pays-Bas, parce qu'elles me font chier ces collines, j'en ai marre de crapahuter, je veux un pays plat. Mais c'est, je trouve que c'est à ce niveau-là ultra bien senti, surtout que au final, alors certes c'est un peu balourd la question du nuage est ultra balourde, surtout quand les nuages s'éclaircissent sur la fin, là putain c'est ridicule, mais ça a le mérite d'exister. Mais surtout, il y a l'horizon quand même s'éclaircit et on ne peut pas nier que les scènes d'altitude qui se passent en haut, un petit peu de la colline, sont toutes absolument splendides, magnifiquement photographiées et en fait elles font sens. Un sens bien entendu balourd, mais la beauté du paysage est telle, la potentialité de la profondeur de champ est telle qu'au final on peut y adhérer. Mais heureusement que les paysages sont magnifiques. Bah donc après, ça c'est la c'est marrant parce que des fois dans le film, comme tu as un peu l'impression qu'il essaye de le gonfler pour que son film arrive à 1h45. Je pense notamment à une scène la nuit où il y a une attaque de troupeaux de moutons qui incroyable. dure. Alors elle dure, elle est incroyable. Elle est par contre, mais elle est tendue. Elle est ultra tendax. Qu'on voit du coup pareil de plusieurs points de vue. Qu'on voit d'un point de vue, mais c'est des phares et une lampe une lampe frontale. Donc en fait la lumière et il y a le bruit de ces moutons. La bande son est incroyable, hein, soit dit en passant. Il y a le bruit des moutons. La gestion du hors-champ est ultra maîtrisée à ce niveau-là. Donc oui, mais on n'est pas sur l'élégance d'un Rodrigo en termes de mise en scène ou de la réflexion de Rodrigo Sorogoyen. On n'est pas non plus sur ce que raconte, si on fait bien entendu le comparo, qu'il faudrait pas faire avec Asbestas. Mais ces territoires, ces collines... T'es un peu obligé d'y penser. T'es obligé, ces forêts, la thématique conflit entre voisins, t'es obligé d'y penser. Et il y a une dernière chose qui est également intéressante et qui s'enclenche en fait qui s'enclenche globalement et on comprend vraiment à la fin du film, c'est le conflit, bien entendu, tradition modernité, rien de nouveau sous le soleil peu évident irlandais, mais je trouve que l'utilisation du gaélique ici est hyper intéressante, dans le sens où en fait maintenant on parle en anglais, tu nous fais chier à parler gaélique, plus personne te comprend, et il y a la question du titre, Break Them Down. En fait, le titre raconte quoi ? C'est que en gros, les moutons, on les laisse en pâturage en haut de la colline et on les descend pas. Et Colminet dit, putain, et le Mikey dit, je vais les descendre, c'est plus possible. Il dit, ça fait 500 et Colminet, son père dit, ça fait 500 ans qu'on n'a pas descendu. Il y a une différente manière d'aborder le métier. Et ça, je trouve que en une phrase, au final, il raconte beaucoup de choses sur la situation des fermiers irlandais. Voilà. Donc, ce côté un peu sclérosé. Donc, autant le réal en fait trop, ou ne sait pas quoi faire de son symbolisme. Voilà, je répète, hein, les mains sur les murs, les nuages, et cette scène d'intro. Et autant avec c'est-à-dire que si on met pas de symbolisme dans un film, c'est pas grave, hein, au bout d'un moment. Oui, mais avec une intonation et de phrases et avec une ligne de dialogue qui sont c'est beaucoup plus percutant au final, que d'en faire trop avec ce symbolisme vraiment trop appuyé. Je me répète, mais c'est le truc qui m'a vraiment marqué. Je trouve que, alors, c'est un premier film, voilà, peut-être un manque de confiance dans son geste cinématographique, c'est possible. Je pense que ça, clairement, ça aurait pu être zappé. Vraiment, le film se tient, raconte des choses sur ce que c'est l'Irlande en 2025. Et ça aurait pu suffire à soi-même. Voilà, tu raccourcis ça de 10 minutes et puis on est bon. C'est dommage parce que... Mais je pense qu'il y a quelque chose ce réal a quelque chose à faire. Ouais. Il y avait un vrai potentiel, direction d'acteurs, d'actrices incroyable. Voilà, très très bonne utilisation de la musique, là. C'est top. Et puis une capacité à filmer des caravanes dans les bois, à filmer des fourgons, à filmer des courses-poursuites en pick-up... capacité surtout à filmer ces magnifiques collines irlandaises. Le doc, on pense à toi. Merci Thibaut. Et donc c'est Le Clan des Bêtes de Christopher Andrews actuellement dans les salles. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Coup de cœur, carrément Florent. Alors moi, ça va être L'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman, 1960. de Sépulture. Des profanateurs.
pour Kaufman. Ah. Ouais, ils sont arrêtés. Invasion of the Body Snatchers de Philippe Kaufman, 1978, disponible actuellement, me semble-t-il, sur la plateforme replay vidéo de Arte. Ça faisait un bail que j'avais premier remake du film de Don Siegel, non ? Eh oui. Un monument de science-fiction paranoïaque typique des 70s, comme Jean-Baptiste Toré les aime bien. Gestion au-delà d'une gestion sonore hallucinante, au-delà d'un discours sur une communauté, sur le vivre ensemble américain qui ne fonctionne plus, utilisation des vitres, des bâches incroyables, des portes qui sont incroyables. C'est surtout un film qui fait le lien. Également, on a beaucoup parlé de lien dans cette émission, mais c'est un film qui fait le lien entre de la pure science-fiction, parce que le projet extraterrestre est explicité dès l'introduction. Mais il y a des pures séquences horrifiques. Vraiment, est-ce que Philippe Kaufman a regardé son George Romero ? Sans doute. Probablement. Mais des attaques de profanateurs, d'infectés. Voilà, Danny Boyle, je pense, pour son 28 jours plus tard, a regardé également ce film. Donc voilà, il fait le lien entre le zombie romérien, ça fait Romérien. Oui, c'est ça. Entre le zombie de George Romero et l'infecté qu'on a pu voir, le zombie qui court de 28 jours, 28 semaines plus tard. Donc voilà, film ultra important, et bien entendu un dernier plan absolument iconique de la part de Donald Sutherland. Exactement. Et un film bien pessimiste. Oui, c'est 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Alors moi, ce sera deux choses. Ce sera un film indien de 2012 qui s'appelle Miss Lovely de Hashim Ahluwalia, petite production qui se passe dans les années 80 dans le monde du cinéma bis et porno en Inde, film bien glaucasse, bien vénère, bien énervé, comme on en voit rarement, énorme plaisir de cinéma. Et sinon, ça sera Spartan de David Mamet avec Val Kilmer, son film de 2004, son film d'espionnage et thriller un petit peu. Je crois que je l'ai vu, ça. Évidemment, comme c'est David Mamet, c'est écrit au poil de cul, c'est impeccable, super dialogue, du pur procédural, qui dans la deuxième partie part plus dans, aventure et espionnage, mais toujours très bien mené. Un Val Kilmer impeccable qui menait sa vieille carcasse déjà semi-grosse avec un plaisir indéniable. Rest in peace. Exactement. On va s'arrêter là. Merci Margot, la mise en son de cette émission. Merci Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une mixtape et dans 2 semaines pour de la parlotte. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.